Dans le premier space de cette série de 4 épisodes, j'avais traité du XVIe et surtout XVIIe siècle de l'Empire ottoman, et j'avais brossé un portrait de Sabbatai Sevi, et puis j'avais appuyé, sur le côté cosmopolite et commerçant de l'Empire ottoman de cette époque. Donc je reprends brièvement à partir du XVIIIe siècle pour remettre dans le contexte et puis gentiment arriver à ce processus de fondation de la Turquie. Alors le sultan Selim III est né le 24 décembre 1761 sous le règne de son père Mustapha III, qui meurt le 21 janvier 1774. Et donc il laisse le trône à Abdülhamid Ier, qui est l'oncle de Selim, qui est alors trop jeune. Il a 13 ans, et donc il ne peut pas accéder au trône à cet âge-là. Dès lors, il est envoyé à la vie de Kafes, ça veut dire littéralement la cage. C'est une vie dans un pavillon du palais où vit le prince héritier dans la dynastie ottomane. Il est complètement éloigné et exclu de façon à empêcher toute velléité de sa part de prendre le pouvoir. C'est une pratique courante dans l'histoire de la dynastie. Durant cette période, en général, la famille du prince était généralement interdite de visite, sauf permission du sultan. Le prince enfermé ne devait manquer de rien en matière de service des subordonnés, nourriture, soins, éducation, mais il devait rester ainsi pour éloigner toute menace de sa part de prise du trône jusqu'à ce que le sultan lui permette d'en sortir. Durant sa détention provisoire, Selim III a une bonne éducation. Il était passionné de musique et de littérature. Donc il avait une correspondance même avec Louis XVI avant sa décapitation, évidemment. Et donc il défendait, surtout ça c'est important, il défendait l'idée qu'il fallait un changement total de fonctionnement de l'Empire ottoman. Ça c'est important. Donc lui il était pour une réforme radicale. Le 7 avril 1789, Abdülhamid Ier meurt et c'est Selim III qui accède au trône à la même époque que la phase révolutionnaire française qui commence un mois après et continue avec la décapitation de Louis XVI le 21 janvier 1793. Lorsque Selim III accède au pouvoir, l'Empire est en guerre simultanément avec l'Autriche et la Russie, guerre qui s'achèveront avec défaite, conclusion, le traité Zichtovie en Autriche et le traité Yash avec les Russes la même année en 1792. C'est l'occasion pour Selim III, qui planifiait de changer la structure de l'armée ottomane, de passer à l'acte et créer une armée réformée qu'il va nommer Nizam Jedid. C'est une armée qui est créée afin de développer un remplacement c'est-à-dire afin de développer en fait un remplacement des janissaires. C'est à partir de là en fait que l'Empire ottoman entre dans une phase de déclin parallèlement au processus révolutionnaire en France. Ça, de toute façon, c'est en parallèle. La langue française, c'est la deuxième langue pratiquée par les non-musulmans. C'est aussi la langue étrangère qui est enseignée dans les institutions scolaires de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, ce processus d'expansion du français s'accélère avec Napoléon, et le français dépasse même la popularité de la langue arabe et du perse sur sol ottoman, à tel point qu'au XIXe siècle, donc ça devient même la deuxième langue des musulmans ou non-musulmans intellectuels ottomans. Et c'est aussi en même temps l'expansion de la langue révolutionnaire de la bourgeoisie. Parce qu'à travers une langue, vous véhiculez en fait un certain nombre de symboliques, etc. Donc vous qui parlez l'ottoman, etc., qui est complètement, qui est plus vraiment à jour avec la modernité dans
dans laquelle se dirige l'Europe, comment dire, le sol ottoman, il est au niveau de la langue, il est encore sur des bases voilà, primitives, quoi, en fait, hein, pour tout dire, puisqu'elles seront dépassées du jour au lendemain, vous allez voir, dans cet exposé avec la fondation de la Turquie. Bref, j'avais juste parlé avant des janissaires. Peut-être c'est important de dire pas mal de trucs sur les janissaires. Donc en fait, les janissaires, c'est bon, en turc c'est Yeniçeri, ça veut dire nouvelle milice, nouvelle troupe. Et en fait, les janissaires formaient un ordre militaire très puissant qui était composé d'esclaves d'origine européenne et initialement de confession chrétienne avant leur conversion à l'islam. Et donc ils constituaient l'élite de l'infanterie de l'armée ottomane à l'apogée de l'Empire. Les janissaires ont commencé en tant que corps d'élite d'esclaves, et donc ils sont tout d'abord composés de prisonniers de guerre. C'est un système qui s'appelle Pençiek, c'est le 5e du butin de guerre, dont les prisonniers qui revient au sultan. Donc ce système, il a été très vite remplacé par le devshirme. C'est des jeunes garçons chrétiens des Balkans qui sont kidnappés et qui sont devenus célèbres pour leur cohésion interne et leur discipline. Ils sont vraiment destinés à la guerre, en fait. Contrairement aux esclaves typiques, ils étaient régulièrement payés. Donc, en même temps, c'est une forme de privilège en échange. Donc, puisqu'il leur était interdit de se marier ou s'engager dans le commerce, leur dévouement au sultan, il devait être total. En fait, c'est la garde rapprochée du sultan, quelque part. Au XVIIe siècle, en raison d'une augmentation spectaculaire de la taille de l'armée permanente ottomane, la politique de recrutement initialement stricte du corps a été assouplie. Par conséquent, le corps a progressivement perdu son caractère militaire. Il a subi un processus qui a été décrit comme civilisationnel. En fait, il est passé de réforme en réforme. Le corps a été aboli par le sultan Mahmoud II en 1826 lors du Vakai Hayriye sur 140 000 janissaires. 7 000 ont été massacrés à Constantinople et 120 000 dans tout le pays. Voilà, c'est assez spectaculaire. À partir du XIVe siècle, les Turcs prélèvent régulièrement en pays conquis des jeunes enfants chrétiens qui sont âgés de 8 à 20 ans. Et le devshirme, c'est un tribut du sang, quoi, a lieu à des intervalles de 3 à 7 ans au XVe siècle. Intervalle qui évolue selon le besoin de l'Empire, mais il est estimé que pour chaque passage, il y a 1000 à 3000 jeunes chrétiens qui sont enlevés, puis emmenés à Constantinople, où ils commencent leur noviciat, qui les transforme en Turcs, musulmans et experts de la guerre. Parce que c'est une milice de guerriers, en fait, hein, de A à Z. Toute leur vie, elle est destinée qu'à ça. Le taux de mortalité des enfants esclaves était très important. Donc certains accèdent malgré tout aux plus hautes charges de l'administration impériale. Entre 1453 et 1623, tous les vizirs, sauf 5, sont issus du devshirme. La date exacte et les circonstances de la création du corps des janissaires font débat chez les historiens qui l'attribuent soit à Orhan, c'est le 2e sultan ottoman, soit à son fils Mourad, au cours du XIVe siècle. La légende, alors moi je trouve ça c'est un détail important, la légende elle veut qu'avant la création de l'ordre des janissaires, Orhan Gazi se rend à la confrérie de Hacı Bektaş Veli pour lui demander une bénédiction pour sa nouvelle armée. Hacı Bektaş Veli propose alors d'appeler ce corps armé le Yeniçeri, donc les janissaires, c'est-à-dire nouvelle troupe, nouvelle milice, comme je l'avais dit avant. L'ordre des janissaires de confession sunnite, depuis leur entrée au devshirme, est largement parrainé par le mouvement Bektashi. Alors c'est une confrérie religieuse qui influence grandement la vie spirituelle de l'élite ottomane. C'est une confrérie soufie, quoi. Et puis elle joue un rôle majeur dans l'éducation des futurs janissaires, dans tout ce qui est morale islamique et esprit de corps, lara,
des janissaires, c'est le chef suprême, et il est même membre à part entière des Bektashi. Donc vous avez une espèce de voilà, quelque chose de très très particulier, quoi, en termes de, enfin, c'est-à-dire que le pouvoir ottoman est sunnite, mais vous avez au sein de cette armée spéciale, elle est elle est liée en fait à un groupe particulier soufi. Voilà, ça devient un peu compliqué, mais voilà, c'est quand même compréhensible. J'y reviendrai plus tard, mais à cette histoire des Bektashi, mais progressivement, les janissaires forment en fait l'épine dorsale de l'armée, en se substituant aux autres types d'infanterie auparavant utilisés par l'armée ottomane. Donc ils acquièrent rapidement un rôle de garde prétorienne, avec les implications politiques afférentes, notamment dans les crises de succession. Donc ils devinrent un pouvoir au sein de la cour du sultan, quoi. Et les réformes décidées par celui-ci ne touchaient jamais leurs privilèges. Donc c'est-à-dire leur salaire est payé, etc. Ils sont à peu près chouchoutés par rapport au reste, si on veut. Vers la fin du XVIe siècle, le recrutement des janissaires commence à s'effectuer par les Turcs eux-mêmes. Parmi les Turcs eux-mêmes, pardon. Et ça, c'est important parce que le devşirme est pratiqué pour la dernière fois en 1751, et le statut de janissaire évolue en fait à travers le temps. Donc désormais, ils sont autorisés à exercer un métier, à se marier, à avoir des enfants qui sont appelés les koulourlis, fils d'esclaves, et ils deviennent une troupe de plus en plus indisciplinée. Et qui n'hésitent pas en plus à se révolter contre le sultan. Donc ils renversent alors leur marmite sacrée en signe de rébellion, ils se dressent contre Bayezid II en 1512, Mourad III en 1595, Osman II en 1622, qu'est-ce que j'ai sur la liste ici, Ibrahim Ier en 1648, Mustapha III en 1774, Sélim III en 1807 et Mustapha IV en 1808. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme dans le système français, les ouvriers qui font la grève tout le temps. Voilà, c'est un peu, ça se transforme un peu dans un truc un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire les janissaires se révoltent assez souvent. Donc les janissaires des garnisons provinciales, souvent liées aux corporations professionnelles, elles sont de plus intégrées à la vie sociale et aux luttes de factions locales, notamment dans le Pachalik d'Alep. Et là, ils affrontent la fraction rivale des shérifs. En 1817, les janissaires s'avancent vers Alger afin de chasser le Dey, mais celui-ci, avec une armée de 6000 Koulouglis, turcs et de Kabyles, écrase la milice, 1200 janissaires sont massacrés, et donc ça, c'est le dernier coup d'éclat qui vit l'abaissement définitif de la milice, quoi. Au XIXe siècle, les révoltes de janissaires se font plus nombreuses car ils refusent toute modernisation de leur corps, et cette situation conduit le sultan Mahmoud II à se débarrasser définitivement de ce corps de plus en plus encombrant, et le 16 juin 1826, il donne le signal en faisant déployer l'étendard sacré du prophète de l'islam, Mohammed. La masse populaire, préparée par les oulémas, se précipite en renfort de l'armée. Les janissaires sont massacrés à coups de canon, incendiés dans leurs casernes, plus de 7000 morts et égorgés dans les rues. Sur un effectif de 140 000 hommes, 20 000 sont bannis, les autres étant en majorité massacrés ou exécutés. On parle de 120 000 morts. Donc c'est un massacre total. Seuls quelques-uns survivent et s'enfuient à Alger, qui est alors un protectorat ottoman, où ils affrontent les troupes françaises en 1830, d'ailleurs, lors de la colonisation du pays. Et en 1830, les armées françaises remarquent, lors du débarquement des troupes de janissaires qui défendent Alger, même si leur ordre militaire avait été dissous 4 ans auparavant. Donc en fait, ils se sont reconvertis ailleurs. Il est considéré que ce furent les derniers janissaires de l'Empire ottoman. Voilà. Alors si on revient à l'armée de Nizami Jedid, celle qui était censée remplacer les janissaires, qui a été créée afin de développer un remplacement donc, pour les janissaires après avoir perdu cette guerre russo-turque de 1787 et 1792.
contre l'Autriche et la Russie. En 1806, cette nouvelle armée compte 26 000 hommes, équipés d'uniformes à la française. On a vu qu'on avait un sultan, Sélim III, qui était pour le progrès, d'armes. Donc ils ont des armes européennes et ils ont un corps d'artillerie moderne. Cette armée, elle a été dissoute à la suite d'une rébellion des janissaires qui considérait l'ensemble des réformes du sultan comme une menace à leur influence. Donc, bien que le Nizam Djedid soit finalement un échec pour Sélim III, l'effort se poursuivra sous le règne de Mahmoud II après la destruction du corps des janissaires lors de l'incident de Vakai Hayriye. Les défaites militaires contre la Russie ne cesseront cependant pas du tout. Par contre, alors, Sélim III est obligé de céder son trône, parce que c'est un fiasco total, et il est obligé de démanteler sa nouvelle armée de milices le 29 mai 1807. C'est son cousin Mustapha IV qui va le remplacer et renvoyer Sélim III au Cafès. Le Cafès que j'avais cité tout à l'heure, la cage, quoi. Un an plus tard, Alemdar Mustafa Pasha se dirige vers le palais du sultan pour libérer Sélim III, et en fait le remettre sur le trône. Allez savoir pour le compte de qui, etc. Avant son arrivée, le 28e empereur ottoman et 107e calife de l'islam est mort étranglé. Voilà. Parce que dans l'Empire ottoman, ça se termine souvent comme ça. En fait, quand vous devenez sultan, c'est pas extraordinaire. Vous regardez toute l'histoire ottomane, c'est assez extraordinaire. L'autre qui tue son frère, qui tue son oncle, le cousin qui fait buter son neveu, etc. Tout ça pour une histoire de trône. C'est que des histoires comme ça, l'Empire ottoman. Donc jusqu'au milieu du 19e siècle, dans le périmètre de l'Empire ottoman, les musulmans qui parlent le turc sont appelés les Turcs. Et leur zone d'habitation est appelée Turquie par les Occidentaux. Ça, c'est important parce que jusque-là, on a l'Occident qui nomme cette zone comme étant l'Empire ottoman, mais à un moment donné, avant même que l'Empire chute, les Occidentaux appellent déjà les Turcs, si on veut. Et n'utilisent même plus la dénomination d'Empire ottoman, avant même la chute. Ça, c'est intéressant. Donc, lors de toutes les visites officielles, qu'elles soient militaires, diplomatiques, c'est le terme turc qui est employé, et plus le terme ottoman. À tel point que Halet Efendi, qui était ambassadeur à Paris en 1802, il se plaignait d'être qualifié d'ambassadeur turc. Donc, parce qu'en fait, le terme turc, il renvoie entre autres aux révoltes turkmènes à Lévis notamment, et notamment Bektashi. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de quoi, des janissaires qui étaient Bektashi, en fait. Alors, peut-être ici juste 2 mots assez brefs sur le nationalisme turc, qui arrive réellement à l'époque de Abdülhamid II. Disons que qu'est-ce que je peux dire là-dessus, comment dire, on a une période à la fin des années 1800, à la fin du 19e, où on a un nationalisme turc qui commence à émerger, mais de manière imperceptible. On a par exemple un auteur, un poète turc, Mehmet Emin Yurdakul, qui rédige un poème qui s'appelle Hey Turc, réveille-toi. Voilà. C'est-à-dire jusque-là, c'était pas quelque chose d'honorifique. C'était même quelque chose de ringard de dire turc, quoi, en fait, quelque part. Donc, limite, c'est pas pour dire clochard, mais voilà, quoi, c'est populo, ça va pas. Et donc, à partir de là, le nationalisme turc, il apparaît à ce moment-là. Lui, dans son poème, il parle ouvertement de race turque, etc. Et ce Mehmet Emin Yurdakul, c'est quelqu'un qui est dans les mêmes rangs que Mustafa Kemal Atatürk, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui est en fait le fondateur de la Turquie. Il a un lien direct puisque pour le fondateur de la Turquie, ce poète est le poète qui a, c'est-à-dire réveillé les Turcs, quoi, en fait. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir juste ici. Alors, pourquoi je vous parle de ce poète? Parce qu'il en faut pour un roman national, vous me direz.
Mais ici, c'est particulier. Vous avez... alors, vous avez ce que Atatürk dit de ce poète. Donc il dit que c'est un bon poète, etc., etc. Voilà. Mais vous avez ce que ce poète dit d'Atatürk aussi. Et là, c'est intéressant. Et là, vous avez des trucs genre, il est comme, alors je cite, hein, en parlant d'Atatürk, voilà ce que ce poète dit. Il dit, il est comme le prophète Muhammad. Donc faire une comparaison, c'est déjà blasphématoire hein, dans l'islam de manière générale, je veux dire. Il va même plus loin, il va dire, c'est l'élu de ma race. L'élu de ma race. Comme le prophète Mohammed, qui est un élu, c'est-à-dire lui, le fondateur de la Turquie, est vu par ce poète comme un élu, etc. Donc il y a cette comparaison qui se fait, qui est en fait une manière d'amener un nationalisme qui veut se débarrasser des valeurs ottomanes, islamiques, etc., quoi. Donc il y a déjà ici en germe du nationalisme turc originel quelque chose qui est voilà quoi, qui est pas qui prend la religion un peu de haut quoi en fait. Voilà. Donc alors après le nationalisme turc évidemment je développe pas parce que plus tard il y a d'autres courants de nationalisme turc qui apparaissent, ça va donner le pan-turquisme dans les années 50 surtout 60 et des choses comme ça, c'est tout autre chose là c'est-à-dire les loups gris etc, vous avez dû peut-être en entendre parler, là je parle pas du tout de ça, là ça c'est à partir des années 60 donc du coup bref, pour revenir maintenant à notre histoire. En fait, je suis obligé de parler des jeunes Turcs lorsqu'on parle de processus de fondation de la Turquie. Et quand on parle surtout de sabbatéens, en fait, d'influence sabbatéenne. Donc là, on va rentrer dans le sujet des sabbatéens, en fait, petit à petit. Les jeunes Turcs, c'est le nom d'un mouvement politique nationaliste, moderniste, occidentaliste, réformateur ottoman. Progressiste même, on peut coller tous les noms qu'on veut, officiellement connu sous le nom de Comité Union et Progrès. Comité Union et Progrès, en turc c'est İttihat ve Terakki Cemiyeti. Donc ces jeunes Turcs, dont les chefs ont mené une rébellion contre le sultan Abdülhamid II, renversé et exilé en 1909, ont planifié les massacres et déportations des Arméniens et mis en œuvre la turquification de l'Anatolie, notamment par des déportations et des massacres. Donc là, on a par exemple, je sais pas, les gens font une fixette sur les Arméniens parce que il y a un lobby arménien très puissant qui a les moyens de faire connaître de se faire connaître, mais vous avez les Assyro-Chaldéens, ils ont complètement disparu. Il y en a plus en fait. Donc là, pour le coup, là, vous avez un génocide, c'est-à-dire pur et dur. Les Arméniens, vous en avez encore, ils sont encore, voilà, les Assyro-Chaldéens, il y en a vraiment quasi plus. Bref. Alors je passe. Le mouvement jeune turc. Il est né le 14 juillet 1889, jour du centenaire de la prise de la Bastille, au sein de l'école de médecine militaire de Constantinople. Se référant à la Société des jeunes ottomans, le mouvement est inspiré de la charbonnerie française. Les étudiants y réclament le rétablissement de la constitution ottomane de 1876, supprimée par le sultan Abdülhamid II en 1878. Au début, en fait, les jeunes Turcs se recrutent principalement dans les écoles supérieures militaires, qui sont les premières à dispenser un enseignement occidental, et puis ils gagnent le soutien des hauts fonctionnaires, des oulémas, des cheikh, etc. Les formalités d'admission étaient inspirées en fait de rituels maçonniques. En fait, c'est inspiré de rituels maçonniques, mais
Vous avez le candidat qui avait les yeux bandés, qui était reçu par trois individus masqués, qui portent une pèlerine et qui devait prêter serment en posant la main successivement sur le Coran et sur une épée. Donc il jurait d'assurer un meilleur avenir au pays en obéissant aveuglément à tous les ordres venant de l'association, quoi. Donc voilà. Alors bon, je rappelle ici que la quasi-totalité des membres des Jeunes Turcs, donc de Comité Union et Progrès, sont des francs-maçons. Donc ça, par contre, c'est sourcé, c'est pas du complot, etc. C'est quelque chose c'est même dans l'histoire officielle. Hein. C'est pas quelque chose qui est caché ou etc. Là, c'est une mode à cette époque-là, en fait. Et donc, quelque part, voilà, bon, ça s'est fait comme ça. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, au cours des années 1895-1897, le mouvement s'étend à l'ensemble de l'Empire ottoman, mais aussi à l'étranger auprès des cercles d'exilés, comme à Paris, où Ahmed Rza, fervent adepte du positivisme d'Auguste Comte, fait figure de chef. Le premier congrès des Jeunes Turcs se tient à Paris en février 1902 et rassemble une cinquantaine d'opposants divisés en deux factions. Vous avez occidentalistes et turquistes. Donc les Jeunes Turcs sont particulièrement actifs en Macédoine, où en 1907, le comité de Salonique, la Société ottomane pour la liberté, fusionne avec celui de Paris pour former le comité Union et Progrès. Voilà. Le parti compte alors trois grands courants idéologiques. Il y en a un qui est occidentaliste et libéral, donc favorable à un État décentralisé. C'est le cas notamment des militants arméniens du parti Dashnak, et qui proposait des réformes radicales dans le pays, en fait en délaissant ouvertement l'islam. L'autre, de tendance islamique, proche historiquement du courant des jeunes ottomans, proposait de moderniser l'empire en respectant la culture et les valeurs islamiques, et il s'agissait alors de reprendre le savoir technique de l'Occident en délaissant le savoir moral. Vous voyez un peu les débats dans lesquels se sont retrouvés tous ces jeunes. Et donc, et enfin, la dernière tendance, c'est la tendance turquiste, nationaliste, qui est emmenée par Ahmed Rza, qui défendait un centralisme autoritaire chargé de maintenir l'intégrité territoriale de l'Empire. Néanmoins, les trois grands courants étaient unanimes dans les critiques faites au sultan, notamment son incapacité à résister aux pressions étrangères, ainsi que son autoritarisme et sa brutalité. Enfin, ils s'accordent tous sur la nécessité de rétablir la Constitution et décident de s'appuyer sur l'armée pour y parvenir. Particulièrement au fait des débats politiques et courants idéologiques présents en Europe, on a vu, hein, c'est les intellectuels en fait, en réalité. Hein. La plupart des jeunes Turcs se rattachaient à des courants européens parfois contradictoires. Donc, vous avez les plus francophiles des membres du comité, qui étaient des sympathisants du socialisme réformiste et républicain qui était porté par Jean Jaurès, et ou alors vous aviez des enthousiastes du nationalisme intégral qui était porté par Charles Maurras. Donc, et puis il y en avait même qui se réclamaient des deux à la fois. Donc c'est pour dire un peu le foisonnement intellectuel. Voilà. Le mouvement était principalement constitué de Turcs, mais il s'allie à des partis nationalistes réformistes d'autres peuples ottomans, comme les Arméniens, et puis il se retourne contre eux pour promouvoir l'avènement d'un État turc homogène d'un point de vue ethnique et religieux, dont la traduction concrète fut la déportation et les massacres d'Arméniens en 1915, et il dirigea à plusieurs reprises le gouvernement de l'Empire ottoman entre 1908 et la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Donc on a ici les prémices c'est-à-dire le processus qui mène à la révolution et puis à la fondation de la Turquie. Mais avant d'y arriver, je dois brosser un tableau, un portrait de Mustafa Kemal Atatürk, qui est bien sûr l'élément incontournable lorsqu'il s'agit de parler de la fondation de la Turquie. Donc il est né en 1881, officiellement le 19 mai, mais c'est pas sa vraie date de naissance, et il est né à Thessalonique, la Grèce actuelle.
et il est mort le 10 novembre 1938 à Istanbul. C'est un militaire, un homme d'État turc, il est fondateur et premier président de la République de Turquie de 1923 à 1938, et donc en fait il s'illustre lors de la Première Guerre mondiale où il devient un héros national grâce à sa contribution lors de la victoire contre toute attente sur les alliés à la bataille des Dardanelles. C'est la plus grosse bataille de la Première Guerre mondiale. Durant l'occupation alliée de l'Empire ottoman, il refuse de voir la nation démembrée par le traité de Sèvres, et il est accompagné de ses partisans. Il se révolte contre le gouvernement impérial du sultan, et il crée un deuxième pouvoir politique à Ankara. C'est de cette ville qu'il mène la résistance contre les occupants lors de la guerre d'indépendance turque. Sous son commandement, les forces turques vont vaincre les armées arméniennes et françaises, et il défait ensuite les armées grecques qui occupent la ville et la région d'Izmir, la Thrace orientale, les îles de la mer Égée. Après la bataille de la Sakarya d'août à septembre 1921, la Grande Assemblée nationale de Turquie lui donne le titre de Gazi, c'est le victorieux. Bon, il parvient ensuite à repousser définitivement les armées grecques hors de la Turquie. À la suite de ces victoires, les forces alliées s'engagent à quitter le pays. Bon, c'est important de dire qu'il est inspiré par la Révolution française et qu'il profite de ce qu'il considère comme une trahison du sultan Mehmed VI lors de l'armistice de Mudros de 1918 pour mettre un terme à son règne le 1er novembre 1922. Ici, c'est important aussi de dire qu'après la guerre d'indépendance turque, en octobre 1923, il déplace la capitale à Ankara, et la Grande Assemblée nationale de Turquie proclame la République, et il devient donc le Premier ministre de la République de Turquie. Il occidentalise le pays à travers plusieurs réformes radicales, voilà, donc dans une volonté farouche de rupture avec le passé impérial ottoman et islamique. Donc il inscrit la laïcité dans la nouvelle constitution qui est adoptée en 1924. Il supprime l'islam en tant que religion officielle, mais par contre, il continue à encadrer par le pouvoir étatique l'islam. Il abolit les instances chariatiques. Il donne le droit de vote aux femmes. Il remplace l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Et sous sa présidence autoritaire, dotée d'un parti unique, la Turquie, elle mène une révolution sociale, culturelle, qu'on appelle aujourd'hui la révolution kémaliste. Quelque chose qui se fait par la force, évidemment. Le 24 novembre 1934, l'Assemblée lui donne le nom d'Atatürk, qui veut littéralement dire Turc, père des Turcs, et il meurt d'une cirrhose à l'âge de 57 ans en 1938. Bref. Alors à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, qui est alors une monarchie constitutionnelle alliée à l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, la Bulgarie, est démantelé. On a les provinces du Proche-Orient, c'est-à-dire Syrie, Irak, Liban, Palestine, etc., qui sont partagées entre la France et le Royaume-Uni. Et de l'autre côté, vous avez la Thrace, sauf Constantinople, et les côtes égéennes qui sont attribuées à la Grèce. Une république arménienne est proclamée, le reste de l'Empire est divisé en zones d'influence italienne, française et anglaise, et les Turcs craignent de se voir bientôt réduits à l'état de colonie. Donc, si vous voulez, ici en juin 1919, le mouvement nationaliste qui est mené par Mustafa Kemal Atatürk, il définit dans la déclaration de Damascia les raisons pour lesquelles le gouvernement impérial ottoman, qui est considéré comme illégitime, doit être remplacé afin de défendre les intérêts nationaux turcs. Donc c'est plus les intérêts nationaux, c'est plus les intérêts ottomans, ça devient les intérêts nationaux turcs. Il obtient donc un soutien important de la population et de l'armée. Il y a un gouvernement provisoire du mouvement nationaliste conduit par Atatürk, qui est élu au congrès de Sivas. Il conteste les frontières de l'Empire, définies par le gouvernement impérial lors du traité de paix de Sèvres de 1920, et il tente de récupérer une partie des territoires cédés. Et là, à partir de là, conformément
comment dire, c'est-à-dire le 24 juillet 1923, vous avez le traité de Lausanne, en fait, voilà, qui est signé entre le gouvernement provisoire et le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Yougoslavie, qui redéfinit en fait les frontières de la Turquie et annule le traité de Sèvres. Le traité de Lausanne renonce à la création d'un Kurdistan qui était prévu par le traité de Sèvres, même une Arménie, etc. Et il lève les restrictions imposées par le traité de Sèvres, comme le contrôle par les armées alliées. Voilà. Donc là, le sultanat est aboli le 1er novembre 1922, le 29 octobre 1923, donc quand on a dit la Turquie est proclamée en tant que république, et ça constitue l'élément central du kémalisme. Mustafa Kemal est élu président, et en fait, la révolution kémaliste dont je vous parlais, en réalité, c'est ce qui est en germe, c'est à travers le comité Union et Progrès que j'avais cité tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut citer, peut-être juste 2-3 éléments, c'est important de le dire, avant de parler tout de suite des Sabbatéens. Ça, c'est important de le dire, mais la révolution de 1908, on a des femmes qui émergent sur la scène politique. En 1919, il y a des grandes manifestations, des mesures qui sont prises qui visent à faire évoluer le statut de la femme. Et ça, il faut l'associer directement à Mustafa Kemal et à la révolution des jeunes Turcs. Parce que c'est pas juste du nationalisme, c'est du nationalisme, rationalisme, nationalisme plus rationalisme, mais avec du féminisme aussi. Une forme de féminisme, très archaïque, mais voilà. Donc il y a l'interdiction de la polygamie qui arrive du jour au lendemain. On a même l'interdiction du port du voile à l'école. Dans l'administration turque, les femmes ne peuvent pas porter le voile, etc., etc. Donc en 1930, elles sont éligibles et donc elles peuvent voter aussi. Le kémalisme, en fait, c'est un courant qui veut une Turquie qui est totalement laïque, en fait. Hein. Le califat est abandonné en 1924, le 3 mars, et voilà, là, à partir de là, c'est perçu comme un sacrilège dans le monde arabo-musulman. Mais en 1928, l'islam cesse d'être la religion d'État. Et puis en 1937, je l'avais dit avant, la laïcité est inscrite dans la Constitution. Donc c'est le calendrier grégorien qui est adopté. Le dimanche devient un jour férié, un jour de repos. Et donc voilà, ça se transforme. Et petit à petit, et ça devient un pays très occidentalisé, en fait. Voilà, on peut résumer comme ça. Alors maintenant, on va parler des Sabbatéens parce que où est l'influence sabbatéenne dans tout ça? On a brossé un portrait de Mustafa Kemal Atatürk, on a parlé de la fin de l'Empire ottoman, on a même parlé un peu des prémices du nationalisme turc, et on est arrivé à la révolution kémaliste, et on n'a pas vraiment parlé de Sabbatéens. Alors, où se trouvent les Sabbatéens? Donc, ce que je vous propose, c'est que ce que je vais faire, je vais vous lancer un certain nombre de choses en vrac sur les Sabbatéens, et un peu comme un puzzle, ça va être un écho avec tout ce que je viens de dire par rapport au processus de fondation de la Turquie. Alors, lorsque Sabbatai Sevi est mort, Sabbatai Sevi, le faux messie, donc le space précédent que j'avais fait, c'était sur Sabbatai Sevi, c'était pour expliquer que c'était un faux messie, qui s'était, un gars qui s'était proclamé messie en 1666 et qui a donné naissance à un groupe de sabbatéens, quoi, en fait. Voilà. Alors, je vais pas revenir sur l'histoire de Sabbatai Sevi, des confréries que ça a créé, évidemment, vu que je l'ai dit lors du premier épisode. Donc, si vous voulez, ici, Sabbatai Sevi, quand il meurt, le mouvement des Sabbatéens, qui était déjà très divisé, qui était devenu très, très marginal en termes de nombre,
parce qu'après la conversion de Sabbatai Sevi à l'islam, il a perdu du genre plus de 3/4 de ses adeptes. Du coup, ce micro-groupe, si l'on veut, quoi, c'est un minuscule groupe, quoi, s'est divisé en 3 dès la mort de Sabbatai Sevi, entre les Kapami, les Karakash et les Yacoubi. Alors les Karakash se sont spécialisés dans l'économie, dans le commerce. Les Kapami dans le commerce et la politique, hein, et les Yacoubi dans les postes d'État, et principalement militaires. Alors, les Sabbatéens, on l'a dit et répété, ils sont connus sur trois axes principaux. Thessalonique en Grèce, Izmir et Istanbul en Turquie. Mais ils sont malgré tout majoritairement originaires de Thessalonique, en fait. Donc, en 1908, on les estime à 170 000 individus, dont 80 000 étaient juifs, en fait. Parce que si vous voulez, ici on fait un amalgame, souvent quand les gens parlent de ce sujet, les descendants de Sabbatéens modernes, pas ceux de l'époque de Sabbatai Sevi des années 1600, mais ceux d'aujourd'hui ou ceux de juste d'hier, quoi, du siècle dernier, n'étaient pas tous juifs, évidemment. Ils étaient pour la majorité musulmans, en fait, en tant que descendants, puisque à travers le temps, ils ont mis de côté en fait leur pratique juive, en fait, qui était très minoritaire dans leur vie. Donc elle a été réduite jusqu'à devenir insignifiante, et pour d'autres voire inexistante, en fait. Et c'est devenu majoritairement comme ça. Donc les descendants de Sabbatéens sont bien souvent que des descendants de Sabbatéens, et c'est tout, mais ne sont pas des Sabbatéens eux-mêmes en tant que pratiquants ou gens qui croiraient à ça. Aujourd'hui, combien de personnes pourraient se qualifier de Sabbatéens, mais ouvertement de Sabbatéens? Alors justement, on a un auteur turc qui s'appelle Ilgaz Zorlu, qui a écrit un ouvrage à la fin des années 90, qui expliquait, le titre c'était Je suis de Thessalonique et je suis d'Olmey, donc sabbatéen, en fait. Et donc, sorte de témoignage, en fait, un livre de témoignage assez intéressant, même si je pense qu'il y a un peu une manipulation derrière ça, malheureusement. Mais voilà, je peux pas développer ici beaucoup en détail. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que cet auteur explique, c'est que la majorité des membres de Union et Progrès qui réunissaient les jeunes Turcs étaient des Sabbatéens. Ça, c'est pour cet auteur Ilgaz Zorlu. Il explique d'ailleurs que en Turquie, l'origine de tous les mouvements de gauche et d'extrême gauche est systématiquement sabbatéenne. Et effectivement, si on prend les premières personnalités de la gauche turque du début de la République, si on prend un poète comme Nazım Hikmet, qui est très connu, etc. C'est en général le poète turc qu'on présente quand on veut présenter un poète turc, quoi. Bref, était sabbatéen. Voilà. Donc ici, par rapport à Ilgaz Zorlu, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui soutient une thèse assez intéressante, qui est la suivante, c'est-à-dire qu'il s'adresse avec son livre à cette communauté de sabbatéens qui n'existe plus, en fait, quasi plus, si vous voulez, ou en tout cas à leurs descendants, quoi, à ce qui reste de leurs descendants, qui sont pour beaucoup aussi dilués, parce que c'est une minorité, en fait, une minorité de minorité de minorité. Alors il se déclare, enfin il s'exprime en leur disant à partir de maintenant, redevenez juifs.
En fait, lui, il soutient la thèse que les Sabbatéens devraient revenir au judaïsme et laisser tomber les préceptes de Sabbatai Sévi, en fait, quoi. Et donc, il travaille avec l'État israélien pour essayer de rejudaïser les descendants du sabbatéisme qui seraient devenus musulmans avec le temps ou autre chose, ou pas croyants, ou peu importe, quoi. Et donc voilà. Alors ici, il faut quand même rappeler des choses assez troublantes. On a évidemment beaucoup de gens qui expliquent que Mustafa Kemal Atatürk serait un sabbatéen. Alors moi, je ne trouve aucune trace concrète, enfin aucun indice réel qui m'amènerait voilà, à dire bon bah c'est un sabbatéen. Moi, j'en vois pas. Alors je sais que les gens s'obstinent à essayer et on vous sort un tas de sources, un tas de choses, mais c'est toujours le témoignage d'un ou le témoignage d'un autre, etc. En fait, on a la généalogie du personnage. Et puis c'est une généalogie qui remonte 4 siècles, 5 siècles. Et en fait, il est turc. Il est peut-être un peu albanais ou quelque chose comme ça, mais il est turc en fait, quoi. Maintenant, chercher du judaïsme. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que comme il est originaire de Thessalonique, et c'est là où ça devient passionnant, c'est que son prof d'école primaire, c'est un descendant direct de Sabbatai Sévi, qui s'appelle Shense Effendi, de son vrai nom, Shimon Tzvi, donc descendant sabbatéen, quoi. Voilà. Alors lui, il a enseigné toute l'école primaire à Mustafa Kemal Atatürk. Alors bon, en général, les gens vont vous dire, eh ben tu vois, c'est la preuve que. Alors moi, j'ai une autre thèse par rapport à ça. Je vous le dis ouvertement. Alors il y a une loi. Ça, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. On arrive bientôt au bout de mon exposé. Il y a une loi en Turquie qui est c'est l'article 5816 qui vous interdit d'insulter, de manquer de respect à Mustafa Kemal Atatürk. Bon, alors moi je suis en Suisse ici, je pourrais faire le rigolo, etc. Sauf que je vais en Turquie de temps en temps, donc j'éviterai évidemment de tomber sous le coup de la loi 5816. Mais de toute façon, mon avis réel est tel qu'il ne tombe pas sous l'article de loi 5816. Mais il est important à citer quand même qu'il y a un article de loi qui vous interdit de... Alors ici, quand on vous dit que l'école dans laquelle Mustafa Kemal a fait sa primaire, son prof était un descendant direct de Sabbatai Sévi, vous avez tout de suite un nombre hallucinant de complotistes qui vous tombent dessus, qui vous disent voilà, tout est ici. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, ce qui est très important à comprendre, depuis le début, ce que j'essaie de démontrer, c'est l'aspect cosmopolite de l'Empire ottoman et la chute de l'Empire ottoman qui est entièrement cosmopolite. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des janissaires, c'était pour vous montrer qu'à l'intérieur même de l'armée ottomane, enfin d'une section de l'armée ottomane, vous avez quelque chose d'extrêmement cosmopolite. Donc en fait, vous avez quelque chose de culturellement cosmopolite en permanence dans cette région de l'Empire ottoman, qui est Constantinople, Istanbul, Thessalonique, Izmir, etc. Toute cette zone de la mer Égée, avec, je rappelle qu'Istanbul, c'est la seule ville au monde qui est divisée sur 2 continents. Vous avez l'est d'Istanbul qui est sur le continent asiatique et l'ouest d'Istanbul qui est sur le continent européen. Donc vous avez une idée à peu près du point stratégique duquel on est en train de parler. C'est-à-dire que c'est un lieu de passage commercial incontournable. Et donc à partir de là, vous avez de tout qui passe par là-bas. C'est une New York version orientale, si on veut faire vulgaire, en fait. Voilà. Et donc,
À partir de là, qui est-ce qui est à même d'éduquer des enfants et de les adapter au nouveau monde qui arrive, si ce n'est autre que des gens qui sont cosmopolites. Et qui est cosmopolite à ce moment-là? Les juifs, entre autres. Les non-musulmans, pour une partie, entre autres. Mais surtout les juifs. Et les descendants de sabbatéens, surtout. Parce que eux ont développé quelque chose d'assez spécifique et d'assez unique. C'est un groupe qui s'est renforcé à travers le temps, oui, c'est une chose. Mais c'est pas le groupe dans son ensemble qui a fondé la Turquie. C'est un groupe qui a influencé, certes, mais qui n'est pas dans le fondement direct de la Turquie, parce que le fondement direct de la Turquie, c'est pas juste le comité Union Progrès et Mustafa Kemal Atatürk. Et là, je pourrais tomber sous c'est-à-dire que là, on pourrait me coller le 5816, par exemple, pour ce que je viens de dire ici. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'on est limité quand on parle de la Turquie contemporaine. Et même encore celle d'aujourd'hui, de 2024, où vous avez un Erdogan, depuis une vingtaine d'années, qui lui serait l'ennemi de cette Turquie-là, hein, n'est-ce pas? Et lui qui n'arrive pas à faire bouger d'un iota, d'un millième de centimètre, cette question-là. Alors que ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Donc, pour revenir à nos sabbatéens, pour moi, Mustafa Kemal, c'est quelqu'un qui a été élu. C'est-à-dire, et ici je déballe ma thèse sur Mustafa Kemal, pour moi, Mustafa Kemal, s'il est le seul étudiant non juif, non sabbatéen à être dans la classe de Şemsi Efendi, c'est qu'il est quelqu'un qui a été choisi probablement en amont. Et il fallait pas de leur propre petite communauté aussi, évidemment. Mais ça en fait pas non plus, ça, on va le voir tout à l'heure, ici je suis en train de déballer quelque chose d'un peu plus moderne sur les sabbatéens. Si vous prenez le milieu du cinéma, c'est le milieu du cinéma à son origine, il est sabbatéen. C'est la première société de cinéma turque, c'est İpek Film, qui appartient à la famille İpekçi. Et la famille İpekçi, c'est une famille sabbatéenne très connue en Turquie. Il n'y a plus aucun secret, plus rien, tout le monde sait les noms. Vous avez là-dedans Cemil İpekçi, par exemple, qui est un styliste turc, quoi. Tout le monde le connaît en Turquie, quoi. C'est voilà, une espèce de star. Vous avez Ismail Cem İpekçi, qui était ministre des Affaires étrangères. Vous avez Abdi İpekçi, qui était un journaliste qui avait été assassiné parce que justement il avait été montré du doigt comme sabbatéen. Donc, l'histoire des sabbatéens, c'est pas quelque chose comme ça. On peut pas arriver et dire bon bah voilà, les sabbatéens sont arrivés, ils se sont infiltrés partout, ils ont fondé la Turquie, etc., etc. C'est des thèses qui vont nulle part en fait quand on va sur ces trucs-là. J'en veux pour preuve des événements comme par exemple si vous prenez Javid Bey. C'était le premier trésorier ministre de l'économie de la Turquie. Il a été exécuté en 1924 pour alors il aurait participé à une opération d'assassinat de Mustafa Kemal Atatürk. Et qui était ce Mehmet Javid Bey? Eh bien, un descendant direct sabbatéen. Descendant direct. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tout d'un coup, vous avez des sabbatéens qui tuent des sabbatéens. Et alors, en fait, ces théories du complot, elles sont toujours pareilles. Vous avez, à un moment donné ou à un autre, vous avez l'autre qui arrive et qui vous dit ah bah j'ai trouvé, c'est les sabbatéens, les Donnais, etc. Sauf que quand vous allez lui dire ouais mais ça tient pas debout ton histoire, là ça va rentrer dans un espèce de délire où on va vous dire ah en fait tel et tel, en fait vous avez des groupes de sabbatéens
qui se font la guerre entre eux. Et tout ça, en fait, influence la politique, la géopolitique, etc., etc., etc. Et les liens de filiation, bien souvent, ne se font pas. Ou quand ils se font d'une manière tellement grossière que ça tient pas debout. Donc c'est pour ça, pour l'histoire des Sabbatéens, il faut plus vous creusez, plus vous vous rendez compte qu'il y en a effectivement et qui sont à des postes clés. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que la Turquie de 2024 est gouvernée par des Sabbatéens? On est dans un gros délire si on dit ça. Absolument pas. Pour terminer ce space, j'ai juste une phrase à ajouter. Il y a écrit sur la tombe de Şemsi Efendi à Istanbul, qui était le professeur donc d'Atatürk, l'enseignant de primaire. Sur sa pierre tombale, c'est écrit j'ai dissimulé, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dissimulé, je ne l'ai pas dit. Mon problème, je l'ai avalé. Qu'est-ce que ça veut dire?